Édimbourg, 18 février 1692. Jane, je ne me souviens d'aucun hiver qui fut aussi cruel ou me mit à si rude épreuve. Tempêtes de neige et gel sévissent depuis des semaines. Un féroce vent du nord s'infiltre dans ma chambre et tourmente la bougie à la lumière de laquelle j'écris. Par 2 fois elle s'est éteinte, ce qui va m'obliger à être concis. J'ai reçu des nouvelles aussi détestables que le temps. Édimbourg grelotte et tousse, mais chuchote aussi. Au fond de ses vénelles, comme sur ses marchés, on parle tout bas de traîtrise et d'une tuerie advenue dans la rude contrée des Highlands. La mort y est souvent violente, mais j'entends dire que les morts en question présentent une particularité méprisable. C'est un véritable massacre, semble-t-il, qu'a subi un clan. Ses hôtes ont trahi sa confiance et tué les gens dans leur lit. À soi seul, un tel forfait serait abominable. Mais ce n'est pas tout. Jane, on murmure qu'il a été commis par des soldats. Mieux que quiconque, tu connais ma façon de penser. Tu connais mes sentiments, et si la chose est vraie, si ce sont des soldats qui ont versé ce sang, alors ce doit être sur l'ordre du roi, ou l'orange l'appellerai-je, le prétendu roi, car il n'est pas le mien. Il faut que je me rende dans cette vallée. Elle est sauvage et reculée, dit-on, et la neige en rendra sans doute l'accès difficile. Mais c'est mon devoir. Il me faut découvrir ce que je pourrais et le communiquer, mon amour. Car si Guillaume est l'instigateur de ce crime, cela peut amener sa perte et notre succès. Tout ce que je souhaite, tu le sais, c'est rétablir le vrai roi sur son trône. Prie pour mon entreprise. Demande au Seigneur d'en favoriser l'issue. Prie pour la sauvegarde de tous nos frères en cette cause, car sa défense nous fait courir de grands risques. Et pourrais-tu aussi prier pour un temps plus clément? Cette neige me donne l'atout. La bougie coule. Je suis contraint de terminer cette lettre, faute de quoi j'écrirai bientôt à la seule lumière du feu qui ne suffit pas pour mes yeux. Avec l'amour de Dieu et le mien, Charles. Quand ils viendront me chercher, je penserai à l'extrémité de la corniche du nord, car c'est là que j'ai été la plus heureuse, avec le ciel et le vent, et les collines toutes sombres de mousse ou de l'ombre d'un nuage les survolant. Je reverrai ce moment où un coin de montagne s'éclaire soudain, comme si ce rocher avait été choisi entre tous les autres par le soleil, marqué par ses rayons. Il va briller, puis s'assombrir à nouveau. Je serai là, cheveux au vent, puis rentrerai chez moi. J'aurai en moi ce rocher éclairé par le soleil. Je le garderai en sécurité. Ou bien je penserai à ma course dans la neige. Il n'y avait pas de lune, mais je voyais l'étoile du matin. On dit que c'est l'étoile du diable, mais c'est aussi celle de l'amour. Elle luisait cette nuit-là, elle luisait très fort. Et moi je courais au-dessous en me répétant que tout aille bien, que tout aille bien. Puis j'ai vu les terres en bas qui étaient tellement paisibles, tellement blanches et immobiles et endormies, que j'ai pensé que l'étoile avait peut-être entendu. Alors tout allait bien, la mort n'approchait pas. C'était une nuit de beauté à ce moment, la plus grande beauté que j'avais vue de toute ma vie, ma courte vie. Ou bien je penserai à toi. Dans mes derniers instants silencieux, je penserai à lui près de moi. Comment, très doucement, il a dit « Toi ». Certains l'appellent un sombre endroit, comme s'il n'y avait rien de bon à trouver dans ces collines. Mais du bon, moi je sais qu'elles en étaient pleines. Je grimpais sur les hauteurs enneigées, je m'accroupissais au bord du loch et je me penchais pour y boire, si bien que mes cheveux flottaient dans l'eau et je levais la tête pour voir la brume tomber. Par une claire nuit de gel, alors qu'on me racontait que tous les loups avaient disparu, j'en ai entendu un qui hurlait du côté de Bidan Nambian. C'était un cri tellement long et triste que j'ai fermé les yeux en l'entendant. Il pleurait sa propre faim, je crois, ou la nôtre, comme s'il savait. Les nuits là-bas ne ressemblaient à aucune autre. Les collines étaient très noires, des formes découpées dans du drap, le drap du ciel bleu foncé, étoilé. Je connaissais les étoiles, mais pas ces étoiles-là. Voilà de quoi elles étaient faites les nuits. Et les jours, c'étaient des nuages et des rochers. Les jours, c'étaient des sentiers dans l'herbe, et cueillir mes plantes dans des coins détrempés qui me tachaient les mains et laissaient sur moi leur odeur de tourbe. J'étais mouillée, je sentais la tourbe.
Des biches suivaient leur chemin, je les suivais moi aussi, ou me blottissais dans leur tanière et le reste de leur chaleur. Je voyais ce que leurs yeux noirs avaient vu avant mes yeux à moi. Les jours là-haut, voilà de quoi ils étaient faits, de petites choses. Par exemple, observer la rivière qui se sépare en deux autour d'un rocher, et après se réunit. Ce n'était pas sombre, non. L'obscurité, il fallait que je la trouve. Il fallait basculer des rochers ou la chercher dans des grottes. Les nuits d'été pouvaient être tellement claires, tellement remplies de lumière que je me recroquevillais comme une souris, me couvrais les yeux avec la main pour avoir un peu d'obscurité où dormir. C'est comme ça que je dors, même maintenant, recroquevillée. Je penserai à ces choses-là quand ma vie va finir. Je ne penserai pas aux tirs de mousquet, ni à l'odeur qu'on respirait près d'Aknakon, ni au corps ensanglanté. Je penserai à l'extrémité de la corniche du nord, au vent qui faisait voler mes cheveux autour de moi, à la vallée que je voyais s'éclairer et s'assombrir sous les nuages, ou au moment où il m'a dit « Tu m'as changé », debout près de moi. J'ai pensé « C'est le bon endroit » en me tenant là. J'ai pensé « C'est mon endroit, le mien, car j'étais faite pour lui ». Il m'attendait et j'avais fini par le trouver. Les endroits ont toujours beaucoup compté pour moi. J'étais faite pour ceux où les gens ne vont pas, comme les forêts, ou le terrain mou, marécageux, où les pieds s'enfoncent comme des bruits de tétés quand on marche. Enfant, j'allais souvent dans les marécages. J'observais les grenouilles ou écoutais les joncs agités par la brise, et ça me plaisait, ce que j'entendais. C'est de cette manière que j'ai su ce que j'étais. « Tu comprends ?» disait Cora en souriant. Pour elle aussi les endroits comptaient. Elle traînait ses jupes sur la boue et sur le sable mouillé. Elle était griffée par les ronces, tachée par les fruits, et elle avait vécu un temps dans une vieille roue hydraulique, sur son bois doux, verni. Elle disait qu'elle y était solitaire. Mais est-ce que j'avais le choix, dis-moi ? Guère. Certaines personnes ne peuvent pas vivre parmi les autres. Nous essayons. Nous allons dans les marchés et disons bonjour. Nous aidons les paysans à ramasser le foin et cueillons les pommes à cidre sur les arbres où bourdonnent les abeilles. Mais il suffit d'un rien, un lièvre, une lune étrange, pour que le mot gueuse sorte des bouches. Là, il hausse le sourcil. Il réclame des cordes pour nous ligoter. Alors nous sommes prises de tant de tristesse et de crainte pour notre petite vie que nous nous réfugions dans les endroits déserts, ce qui amène les gens à nous traiter de gueuses encore plus. Elle vit toute seule. Elle se promène dans le noir, paraît-il. Mais où être en sécurité ? Nulle part où il y a des maisons. Il ne restait à Cora que les hauteurs ou les bas-fonds, des endroits tellement venteux que les arbres étaient pliés, rabougris. Nous allions là, elle et moi, parce que les autres ne s'y rendaient jamais. J'ai vécu dans des grottes et des forêts. Mes pieds étaient lacérés par les épines. Quand je me hasardais dans un village en quête d'œufs ou de lait, les habitants faisaient des signes de croix, crachaient. Je le connais aussi, ce bruit-là, comme un renvoi, comme un chat qui vomit les os de l'oiseau qui l'a dévoré d'un coup. Tous les petits morceaux pointus et les plumes. Ils lançaient entre leurs dents « On sait ce que tu es ». Le savait-il ? Il le croyait. Quand j'étais encore en Angleterre, il se servait des vieilles vérités, ma naissance enneigée, mon goût des marécages, pour forger de pures menteries. Par exemple, qu'on m'avait vu lever une épaule et me transformer en corneille. Jamais je n'ai fait ça. J'ai vécu dehors, sur des landes à tous les vents. J'ai habité une cabane que j'avais bâtie moi-même, de mes mains, avec des branches, des pierres et de la mousse. Les montagnes me regardaient d'en haut quand je me blottissais le soir. Et à présent, je suis ici, dans un cachot, enchaîné. Il neige. Par la lucarne, je vois qu'il neige. Ça dure depuis des mois, je crois. La neige, la glace bleuâtre et la froidure. Des mois à voir le nuage de mon haleine. Je souffle et je vois sortir mon haleine et je me dis « Regarde, voilà ta vie. Tu es encore vivante. » La neige me plaît, elle m'a toujours plu. Je suis née sur une terre durcie par un âpre mois de décembre, au moment où les gens à l'église chantaient en claquant des dents une histoire de 3 rois mages. Cora disait que le temps qu'il fait quand vous naissez sera le vôtre pour toute la vie. Votre temps à vous. Tu brilleras le plus au milieu des tempêtes de neige, elle me disait. Et oui, je la croyais, car le tonnerre grondait à sa naissance et elle avait toujours un regard orageux.
Neige et glace sont donc miennes, et j'ai connu de durs hivers. J'ai entendu les poissons cogner sur la glace, j'ai vu une trappe gelée si bien qu'elle n'a pas pu s'abattre, mais pour finir, l'homme a quand même été pendu. Une fois, sur un de ces hauts cols de l'Écosse, j'ai creusé avec mes mains un trou dans les congères pour m'y enfouir. Et les soldats sont passés sans se douter que j'étais tapis là-dedans. Ça m'a sauvé la vie, je crois. Je suis une créature robuste. Des gens meurent de froid, mais moi pas. Ma peau n'a jamais bleui. Un homme a dit que c'était le feu diabolique en moi qui me tenait chaud. Dépêchez-vous de ligoter cette catin. Mais il n'y avait pas de feu diabolique. Simplement, le temps était à la neige quand je suis née, et il me fallait être robuste pour rester en vie. Je voulais vivre dans cette vie, alors je suis devenue forte et j'ai survécu. Et puis l'hiver est une saison déserte, plus sûre. Qui va s'aventurer dehors par les nuits de gel ou les matins blanchis sous la bise? Peu de gens, et aucun d'eux de son propre gré. Au long de mon voyage sur la jument grise et nord-ouest en tête, il m'arrivait de ne voir personne des jours durant, rien que nous, à galoper, ma jument et moi avec des flocons de neige dans nos crinières. Et quand nous faisions pourtant des rencontres, c'était le plus souvent des êtres misérables, bohémiens cherchant quelques noix, hommes déchus, ivrognes, un voleur ou deux, et des renards qui fuyaient le fusil du chasseur avec ce regard dans les yeux, ce regard fou de terreur que je connais. Une fois, au fond d'un bois en Écosse, je suis tombée sur des gens agenouillés dans l'obscurité. Ils prenaient en bouche le corps du Christ, et il y avait là un prêtre qui récitait des paroles d'église. En les regardant, je me suis demandé pourquoi ici et de nuit. Je ne comprenais pas. Je n'ai jamais compris grand-chose à Dieu ou à la politique. Mais je sais que ces gens à genoux étaient des covenantaires, un mot qui sent la poudre. Ils risquaient la mort pour leur prière. Voilà pourquoi ils faisaient ça dans les bois la nuit. Et une autre fois, j'ai croisé une fille toute seule. Elle avait mon âge à peine. C'était dans les Lowlands, sous des arbres au petit matin, et nous avons ralenti, elle et moi. Nos mains se sont effleurées. Nous avons échangé un regard, nos yeux disaient « Sois prudente, sagace, protège-toi ». Car qui est plus que nous exposé à la haine? Qu'y a-t-il de plus solitaire que celle qu'on traite de sorcière? Un court moment, nous avions toutes deux une amie, mais nous étions des créatures pourchassées, elle, le renard et moi. J'ai donc pris le chemin d'où elle venait, et elle a pris celui que je laissais derrière moi. Sorcière, comme une ombre, ce n'est jamais loin. Il y a d'autres noms, gueuse et putain. Malfaisante, roulure revient souvent aussi. Et pareils noms sont trop cruels pour les lier à un chien, mais on les a aisément liés à moi. Je les traîne, saleté une fois, comme si j'étais une coulée de fientes dans la rue. Même pas un être humain. Après ça, j'ai pleuré. Un jour, au marché, on a traité Cora de trou du diable. Mais sorcière, le plus vieux des noms, le pire. Je connais son poids de fange, je connais la forme de la bouche qui le crache. Je crois que c'est le mot le plus honni, encore plus honni que Highland ou papiste. Il y a des gens qui refusent de dire Guillaume comme si c'était du poison. Je sais qu'ils sont nombreux à ne pas vouloir qu'il soit roi, mais il est bien le roi, pour le moment, et moi on m'a toujours appelée sorcière. Ma naissance en décembre ne vint pas sans mal. Ma mère perdait trop de sang, et elle hurla si longtemps que sa gorge se fendit en deux, comme ça peut se faire dans les grandes douleurs. Son hurlement portait deux voix, la sienne et celle du diable, d'après les gens qui l'entendirent depuis l'église. Je suis sortie à ce son-là, j'ai glissé hors d'elle sur la terre bleutée, étincelante sous un ciel étoilé, et elle a ri. Elle a pleuré et ri en me voyant. Elle a dit que ma vie serait pareille à ça, froide, dure, à la belle étoile. Sorcière, elle a dit en pleurant. Elle fut la première à le dire. Plus tard, au lever du jour, elle m'a donné mon vrai nom. Je le dis, voyez, sorcière, et mon haleine change ce mot en un nuage blanc. J'ai essayé de ne pas m'en soucier, j'ai essayé très fort. J'ai essayé de me répéter « ça ne me fait pas mal » et de sourire, et je peux considérer que sorcière était à sa manière un présent. Voyez ma vie, voyez vers quelle beauté le mot sorcière m'a poussé. Les aubes au ciel rosé, les cascades, les longues plages grises devant une mer grondante. Et voyez les personnes que j'ai rencontrées. Quelles personnes? J'ai rencontré des âmes généreuses, sagaces, courageuses. Et sans sorcière, il n'en serait rien. Quel amour ça m'a offert aussi.
Sans sorcière, je n'aurais pas connu l'homme qui m'a amené à penser lui, tout le temps. Lui qui a relevé derrière mon oreille une mèche de mes cheveux. Lui qui a dit « toi ». Lui, Alasdair, c'est grâce à sorcière. Alors ça valait peut-être la peine finalement. J'attends ma mort, je pense lui, et me demande combien de jours il me reste pour y penser. Je retourne mes mains et les contemple, je palpe mes os sous la peau, mes chevilles, mes petites hanches, et me demande ce qu'ils vont devenir quand je ne serai plus là. Je me pose maintes questions. Par exemple, qui se souviendra de moi? Qui se rappellera mon vrai nom, mon nom entier? Car sorcière est ce qu'ils crieront pendant que je mourrai. Sorcière, sorcière, pendant que la lumière des flammes emplira le ciel. Bien que son père eût imaginé pour lui un brillant avenir dans l'armée, Hervé Joncourt avait fini par gagner sa vie grâce à une profession insolite, à laquelle n'était pas étranger, par une singulière ironie, des traits à ce point aimables qu'il trahissait une vague inflexion féminine. Pour vivre, Hervé Joncourt achetait et vendait des verres à soie. On était en 1861. Flaubert écrivait Salammbô, l'éclairage électrique n'était encore qu'une hypothèse, Abraham Lincoln, de l'autre côté de l'océan, livrait une guerre dont il ne verrait pas la fin. Hervé Joncourt avait 32 ans. Il achetait et il vendait des verres à soie. En réalité, Hervé Joncourt achetait et vendait des verres à soie quand ces verres étaient encore sous la forme d'œufs minuscules, d'une couleur jaune ou grise, immobiles et en apparence morts. Sur la seule paume de sa main, il pouvait en tenir des milliers, ce qui s'appelle avoir une fortune entre les mains. Au premier jour de mai, les œufs s'ouvraient, libérant une larve qui, après 30 jours d'alimentation forcenée à base de feuilles de mûrier, travaillait à se réenfermer dans un cocon, pour s'en évader ensuite définitivement 2 semaines plus tard, en laissant derrière elle un patrimoine équivalent en fil à 1000 mètres de soie grège et en argent à une quantité considérable de francs français, à la condition que tout se déroulât dans le respect des règles, et ce qui était le cas pour Hervé Joncourt dans quelques régions du midi de la France. La Ville-Dieu était le nom de la bourgade où vivait Hervé Joncourt. Hélène, celui de sa femme. Il n'avait pas d'enfant. Pour éviter les ravages des épidémies qui affectaient de plus en plus souvent les élevages européens, Hervé Joncourt allait acheter les œufs de verre à soie jusque de l'autre côté de la Méditerranée, en Syrie et en Égypte. En cela résidait l'aspect le plus spécifiquement aventureux de son travail. Chaque année, au premier jour de janvier, il partait. Il traversait 1600 milles de mer et 800 km de terre. Il choisissait les œufs, négociait le prix, achetait. Puis il faisait demi-tour, traversait 800 km de terre et 1600 milles de mer. Il s'en revenait à la Ville-Dieu, en général le premier dimanche d'avril, en général à temps pour la grande messe. Il travaillait encore 2 semaines à emballer les œufs et à les vendre. Le reste de l'année, il se reposait. « Et elle est comment l'Afrique ?» lui demandaient les gens. Fatigué. Il avait une grande maison à la sortie du bourg et un petit atelier dans le centre, juste en face de la maison abandonnée de Jean Berbec. Jean Berbec avait décidé un jour de ne plus parler. Il tint promesse. Sa femme et ses 2 filles le quittèrent, il mourut. De sa maison, personne n'avait voulu, et c'est donc maintenant une maison abandonnée. À acheter et vendre des verres à soie, Hervé Joncourt gagnait chaque année une somme suffisante pour assurer à sa femme et à lui-même ce confort qu'en province on tendait à nommer luxe. Il jouissait avec discrétion de ses biens, et la perspective, vraisemblable de devenir réellement riche, le laissait tout à fait indifférent. C'était au reste un de ces hommes qui aiment assister à leur propre vie, considérant comme déplacée toute ambition de la vivre. On aura remarqué que ceux-là contemplent leur destin à la façon dont la plupart des autres contemplent une journée de pluie. Si on le lui avait demandé, Hervé Joncourt aurait répondu que sa vie continuerait ainsi toujours. Au début des années 60, cependant, l'épidémie de pébrine, qui avait rendu inutilisables les œufs des élevages européens, se répandit au-delà des mers, jusqu'en Afrique et même, selon certains, jusqu'en Inde. Hervé Joncourt rentra de son voyage habituel en 1861 avec un approvisionnement en œufs qui se révéla, 2 mois plus tard, presque totalement infecté. Pour la Ville-Dieu, comme pour tant d'autres villes qui fondaient leur richesse sur la production de la soie, cette année-là parut représenter le début de la fin. La science se montrait incapable de comprendre les causes des épidémies.
et la terre entière, jusque dans ses régions les plus reculées, paraissait prisonnière de ce sortilège sans explication. « Pas toute la terre, dit doucement Baldabiou. « Pas toute, en versant 2 doigts d'eau dans son verre d'anisette. Baldabiou était l'homme qui, 20 ans plus tôt, était arrivé dans le bourg, s'était dirigé droit sur le cabinet du maire et était entré sans se faire annoncer, avait posé sur son bureau une écharpe en soie couleur de crépuscule et lui avait demandé « Savez-vous ce que c'est ?»« Affaire de femme. Erreur. Affaire d'homme. De l'argent. » Le maire le fit jeter dehors. Lui, il construisit une filature en bas, près de la rivière, un hangar pour l'élevage des vers à soie, accolé à la forêt, et une petite église consacrée à Sainte Agnès, au croisement de la route pour Viviers. Il engagea une dizaine d'ouvriers, fit venir d'Italie une mystérieuse machine en bois, tout en engrenage et en roue, et ne dit plus rien pendant 7 mois. Puis il revint chez le maire et posa sur son bureau, bien aligné, 30 000 francs en grosses coupures. Savez-vous ce que c'est ? De l'argent ? Erreur, c'est la preuve que vous êtes un con. Puis il reprit les billets, les glissa dans son portefeuille et fit mine de partir. Le maire l'arrêta. Que diable devrais-je faire ? Rien, et vous serez le maire d'une petite ville riche. 5 ans plus tard, la ville-dieu avait 7 filatures et était devenue l'un des principaux centres européens de sériciculture et de filage de la soie. Tout n'appartenait pas à Baldabiou. D'autres notables et propriétaires terriens locaux l'avaient suivi dans cette curieuse aventure industrielle. À chacun d'eux, Baldabiou avait dévoilé, sans difficulté, les secrets du métier. C'était bien plus amusant pour lui que de faire de l'argent à l'appel, enseigner et avoir des secrets à raconter. Il était comme ça, cet homme. Baldabiou était aussi l'homme qui, 8 ans plus tôt, avait changé la vie d'Hervé Jancourt. C'était à l'époque où les premières épidémies commençaient à attaquer la production européenne de vers à soie. Sans se troubler, Baldabiou avait étudié la situation et était parvenu à la conclusion que le problème n'était pas à résoudre, mais à contourner. Il avait l'idée, il ne lui manquait que l'homme. Il sut l'avoir trouvé quand il vit Hervé Jancourt passer devant le café de Verdun, élégant dans son uniforme de sous-lieutenant d'infanterie et fier avec son allure de militaire en permission. Hervé Jancourt avait 24 ans alors. Baldabiou l'invita chez lui, étala sous ses yeux un atlas rempli de noms exotiques et lui dit « Félicitations, tu as enfin trouvé un travail sérieux, mon garçon. » Hervé Jancourt écouta toute une histoire qui parlait des vers à soie, d'œufs, de pyramides et de voyages en bateau. Puis il dit « Je ne peux pas. » Pourquoi ? Parce que dans 2 jours ma permission est terminée, je dois rentrer à Paris. Carrière militaire ? Oui, c'est ce que mon père a décidé. Ce n'est pas un problème. Il prit Hervé Jancourt avec lui et l'emmena chez son père. Savez-vous qui c'est ? Mon fils ? Regardez mieux. Le maire se laissa aller contre le dossier de son fauteuil en cuir et commença à transpirer. Mon fils Hervé, qui dans 2 jours remontera à Paris, où l'attend une brillante carrière dans notre armée, si Dieu et Sainte Agnès le veulent. Exact. Sauf que Dieu est occupé ailleurs et Sainte Agnès déteste les militaires. 1 mois plus tard, Hervé Jancourt partit pour l'Égypte. Il voyagea sur un bateau qui s'appelait l'Adèle. Dans les cabines arrivait l'odeur des cuisines. Il y avait un Anglais qui disait s'être battu à Waterloo. Le soir du 3e jour, on vit des dauphins luire à l'horizon, comme des vagues ivres. À la roulette, le 16 n'arrêtait pas de sortir. Il revint 2 mois plus tard, le 1er dimanche d'avril, à temps pour la grand-messe, avec des milliers d'œufs maintenus par de la ouate dans 2 grandes boîtes en bois. Il avait des tas de choses à raconter. Mais ce que Baldabiou lui dit quand ils se retrouvèrent seuls, ce fut « Parle-moi des dauphins. » « Les dauphins ? La fois où tu les as vus ?» C'était ça, Baldabiou. Personne ne savait quel âge il pouvait avoir. Nuit d'août, passé minuit. À cette heure-là, d'habitude, Verdun avait fermé depuis longtemps. Les chaises étaient renversées, alignées sur les tables. Son comptoir, il l'avait nettoyé et le reste aussi. Il n'y avait plus qu'à éteindre les lumières et à fermer. Mais Verdun attendait. Baldabiou était en train de parler. Assis en face de lui, Hervé Jancourt, une cigarette éteinte aux lèvres, écoutait, immobile. Comme 8 ans plus tôt, il laissait cet homme lui réécrire posément son destin. Sa voix lui arrivait faible et claire, rythmée par les gorgées périodiques d'anisette. Sans s'interrompre, pendant de longues minutes,
La dernière chose qu'elle dit fut « Il n'y a pas le choix, si nous voulons survivre, il faut aller là-bas. » Silence. Verdun, accoudé à son comptoir, leva les yeux vers les deux autres. Balthabiou tenta de trouver encore une gorgée d'anisette dans le fond de son verre. Hervé Joncourt posa sa cigarette sur le bord de la table avant de dire « Et il est où exactement, ce Japon ?» Balthabiou leva sa canne de jonc en l'air et la pointa par-delà les toits de Saint-Auguste. « Par là, toujours tout droit, dit-il, jusqu'à la fin du monde. » Lune interminable, univers opaque, grondements, tornades, séismes. Rares étaient les moments de repos. Front contre genou, bras autour du cerveau, je pensais, j'écoutais, j'aspirais à ne pas exister. Mais la vie était là, perle transparente, astre qui tournait lentement sur soi. J'étais aveugle. Mes yeux étaient fixés sur cet autre monde, cette autre existence qui s'effaçait chaque jour. Ses couleurs étaient éteintes, ses images devenaient confuses. Il me restait encore des cris étonnés, des pleurs affaiblis. La réminiscence impuissante me pressait, la mélancolie me brûlait. « Qui suis-je » demandai-je à la mort accroupie à mes pieds. Elle grogna et ne répondit pas. « Où suis-je » J'entendais des rires, des voix qui disaient « Ce sera sûrement un garçon, monseigneur. Il bouge, il a la rage en lui. Peu importait qui je serais. » J'étais déjà lasse de cette immensité. J'étais lasse d'espérer, d'attendre, d'être moi, le centre du monde. Le bruissement du vent m'apaisait. J'écoutais le ruissellement de la pluie. Dans mon ciel où le soleil ne se levait jamais, j'entendais le chant d'une petite fille. Sa voix douce et innocente me berçait. Ma sœur, j'appréhendais pour elle un grand malheur. Une main tentait de me caresser, mais un mur nous séparait. Mère, ombre profilée sur la paroi de ma pensée, savez-vous que je suis un vieillard condamné à habiter la prison de votre chair ? Au fond du lac, dans les eaux de couleur sépia, je pivotais, me recroquevillais, me déployais, pirouettais. De jour en jour, mon corps enflait, me pesait, m'étranglait. J'aurais voulu être une pointe d'aiguille, un grain de sable, le reflet du soleil dans une goutte d'eau. Je devenais une chair qui éclatait, une montagne de plis, de sang, un monstre marin. Un souffle me soulevait et me balançait. J'étais irascible. Je m'indignais contre moi-même, contre la femme qui était ma geôlière, contre la mort, mon unique ami. On m'attendait. J'entendais murmurer que le garçon serait appelé Lumière. Le bruissement des préparatifs m'empêchait de méditer. On parlait de vêtements, de couches, de fêtes, de nourrices, grasses, blanches, fortes. On interdisait de prononcer mon nom, de peur que les démons ne s'emparent de mon âme. On m'attendait pour commencer là où leur destin s'était arrêté. J'avais pitié de ces êtres fervents, affables, avides. Ils ne savaient pas encore que j'allais détruire leur monde afin de construire le mien. Ils ne savaient pas que j'allais apporter la délivrance par les flammes, par la glace. Une nuit, je sursautais. Les eaux bouillonnaient. Des vagues furieuses s'écrasaient contre moi. Blotti, je luttais contre la peur en me concentrant sur ma respiration, sur le tiraillement de ma douleur. Le déferlement de la marée me jeta dans une embouchure étroite. Je glissais entre les rochers. Mon corps saignait, ma peau se déchirait, ma tête implosait. Je serrais les poings pour ne pas hurler. Quelqu'un me tira par les pieds et me tapa sur les fesses. La tête en bas, je vomis mes pleurs. On m'enveloppa dans du tissu qui m'écorchait. J'entendis la voix anxieuse d'un homme. « Garçon ou fille ?» Personne ne répondit. L'homme s'empara de moi et tenta de déchirer mon maillot. Le gémissement d'une femme l'interrompit. « Encore une fille, monseigneur. »« Ah !» s'écria-t-il avant de fondre en larmes. Une dizaine de femmes veillaient sur ma croissance. 3 nourrices se relayaient pour étancher ma soif. Mon appétit effrayait. Je riais déjà. Mes yeux, grosses perles noires, roulaient dans leur orbite. Je regardais le monde jour et nuit sans vouloir m'endormir. Mon agitation inquiétait ma mère qui faisait appel à des moines exorcistes. Mais personne ne réussissait à expulser le démon qui m'habitait. Leurs craintes finirent par me lasser. Sous ma moustiquaire de gaz,
Une autre agitait un éventail pour chasser les rares insectes volants qui s'étaient introduits dans cet univers parfumé. Paupières closes, je laissais ma pensée s'envoler par la fenêtre. Le royaume où Père régnait en maître absolu se divisait en deux parties. Le quartier du devant était réservé aux hommes, intendants, secrétaires, comptables, cuisiniers, pages, valets, écuyers, gardes, laquais s'affairaient dès l'aube. Fonctionnaires et militaires recevaient des ordres et s'en allaient à cheval. Des troupes de soldats s'entraînaient toute la journée dans une cour latérale. Ce monde viril s'arrêtait devant un portail pourpre où commençait la Guinécée. Derrière le haut mur couleur de neige vivaient des centaines de femmes, vieilles, jeunes, fillettes. Elles portaient des chignons piqués de fleurs, des anneaux de jade noués à leur ceinture de soie. En cette année 8e de la vertu martiale, la mode privilégiait les pâleurs du printemps naissant et les robes avaient le jaune des crocus, le vert des feuilles de narcisse, le rose aimable des cerisiers, le carmin du soleil reflété par les lacs. Balayeuses, servantes, tailleuses, brodeuses, porteuses, nourrices, cuisinières, gouvernantes, intendantes, dames d'atour, chanteuses, danseuses, elles avançaient lentement et parlaient à voix basse. Elles se levaient à l'aurore, se baignaient au crépuscule. Fleur du jardin de mon père, elles s'épanouissaient pour concourir à la beauté d'une seule personne. Mère s'habillait sobrement, son tout-sautement commandait, son regard ordonnait. Elle était naturellement élégante. La mode passait, papillon volant, Mère retenait le printemps éternel. Son clan Yang, de la région de Hangnang, faisait partie des 30 familles les plus nobles de l'Empire. Fille, nièce, sœur des grands ministres, cousine des épouses impériales, proche parente de l'empereur et des princesses, Mère portait la dignité comme un bijou, un manteau, une auréole. Elle faisait l'aumône au monastère et distribuait de la nourriture aux mendiants. Bouddhiste fervente, elle observait le régime végétarien et se désintéressait du tumulte de ce bas monde. Copiant les sutras d'une écriture soignée, elle rêvait de rejoindre le royaume de la joie extrême du Bouddha Amida, celui qui lançait des rayons innombrables. Mère était froide, délicate, apaisante. Sa douceur tranchante et opaque me rappelait le disque de jade que l'on faisait pendre au-dessus de mon berceau. J'avais envie d'elle, l'attente me rendait nerveuse. Elle apparaissait de temps à autre après plusieurs jours d'absence. Quand elle arrivait, sa longue traîne de soie et son châle interminable de mousseline faisaient frissonner les rideaux de ma chambre. Le sol baisé par ses chaussons murmurait de plaisir. Son parfum la devançait. Il sentait le soleil, la neige, le vent d'est, les corolles chargées de bonheur. Elle ne me prenait jamais dans ses bras et se contentait de me regarder de loin. Je la dévorais des yeux. Ses lèvres étaient 2 pétales pourpres. Son visage parfaitement épilé était lisse comme un miroir. Ses yeux, sous les sourcils rasés et redessinés en forme d'ailes de cigale, trahissaient sa déception. Elle aurait voulu un garçon. Les grenadiers explosèrent en fleurs et l'été arriva. Mes 100 jours d'existence donnèrent l'occasion d'une célébration. Mère avait fait ouvrir le pavillon au milieu de l'étang et réunit ses nobles amis et parentes pour un banquet somptueux. Dans la salle entourée des eaux scintillantes, de main en main, je circulais. On me caressait, me flattait. Les servantes montaient les marches et déposaient des cadeaux. Une dame m'offrit une paire de bracelets en émeraude. Elle était persuadée que mes yeux noirs et brillants exprimaient de l'intelligence. Une autre fit porter 9 lingots d'or sur un plateau d'argent, disant que mon front large présageait un avenir placé sous le signe d'un mariage riche et heureux. Une autre m'accabla de 9 rouleaux de brocart. Elle disait que mon nez droit, mes joues charnues, ma bouche ronde annonçaient une fécondité exceptionnelle. J'aurais de multiples garçons. Mère était contente. À son signe de tête, on déroula un tapis de soie au milieu du banquet, me délivra de mes bandages et me fit asseoir. Les servantes semèrent une dizaine d'objets. J'oubliais cette assemblée de femmes pâles et richement parées, attrapais un jouet glacé et tentais de le soulever. Des murmures s'élevèrent et une femme commenta. Elle ne choisit ni la boîte de phare de la beauté, ni le jade de la noblesse, ni la flûte de la musique, ni le livre de la sagesse, ni la plume de la poésie, ni la bague du commerce, ni le chapelet de la spiritualité.
Ma chère cousine, l'avenir de votre fille sera très singulier. C'est vraiment dommage qu'elle ne soit pas un garçon. En effet, Altesse, c'est fort dommage, répéta une autre. Eh bien, il ne faut pas s'en infliger, clama une voix sonore pleine d'orgueil. À notre époque, les femmes sont capables de 1000 prouesses. Autrefois, la grande princesse Soleil de Ping a combattu pour son père, l'auguste souverain. À ses funérailles, Sa Majesté a fait sonner les trompettes et les tambours, honneur réservé aux hommes. Ta fille a le front bombé pour recueillir le souffle céleste, les prunelles lumineuses, la mâchoire ferme, les lèvres généreuses. Elle a touché l'épée de son père. Formidable. Ma chère, habille-la désormais en garçon. Donne-lui une éducation digne de sa détermination. La fille d'un général aime le commandement. Je la vois maîtresse d'une noble maison guerrière. Bientôt j'éprouvais le besoin d'aller vers le monde au lieu de le recevoir dans mon berceau. Ne pouvant me tenir sur les pieds, je rampais. Un pas vers l'inconnu exigeait la coordination de tous les muscles. Les yeux fixant un objet, les oreilles aux aguets, la bouche ouverte pour pousser des rugissements muets. Je soulevais un bras, une jambe, je fendais l'univers. Un homme barbu se penchait vers moi. Enveloppé dans un manteau de soie doublé de zibeline, il paraissait venir de loin, de très loin. En le voyant, j'entendais le galop des chevaux, le cliquetis des armes, le hurlement du vent, le gémissement déchaîné des courtisanes. Son odeur bestiale me faisait frissonner, ses baisers brusques déchiraient ma joue. Une petite fille m'observait, j'étais fascinée par son teint rose, ses traits purs, ses jambes solides, ses prunelles sombres, le canard en bois qu'elle traînait derrière elle. Après avoir regardé de long en large, elle posait un doigt dans ma main et je le serrais jusqu'à ce qu'elle devienne rouge et se mette à pleurer. « Ne faites pas de mal à votre sœur, me disait Nourrice. Elle ne savait pas que plus tard, comme en ces jours d'innocence, grande sœur me supplierait d'être son bourreau. L'année 9e de la vertu martiale, l'empereur abdiqua en faveur de son fils. 12 lunes plus tard, le nouveau souverain rappela père de la noble province de Yang, où il avait été envoyé en mission, et le désigna gouverneur délégué de la province de Li, où l'insurrection du prince Li Xiaochang venait d'être réprimée. J'avais 2 ans. Je trébuchais entre les caisses de bois, les carrosses couverts de teinture huilée, ignorant la douleur d'un père exilé de la cour. Les chevaux et les bœufs arpentaient la route infinie qui fuyait vers l'horizon. À travers la fente de la portière, je dévorais le monde. Dehors, les couleurs secouées se plissaient, se déployaient, se tortillaient. Nous nous reverrons, longue paix, ma ville natale. Le chemin caillouteux me maintenait éveillé. Nous traversâmes une vaste plaine dont la terre aride s'était craquelée sous le soleil. Des hordes d'enfants en loques venaient se prosterner à notre passage. Je m'étonnais de l'existence d'êtres aussi maigres et sales. Mère faisait distribuer des galettes, du pain, des bouillies de riz qu'ils avalaient encore brûlantes. Des questions me tourmentaient. Toute la journée, j'interrogeais les adultes. Qu'est-ce que la faim? Pourquoi doit-on cultiver les champs? Qu'est-ce que le blé? Comment fabrique-t-on le pain? Après 1 mois de voyage, la caravane s'engagea dans les montagnes brumeuses. Le sentier était taillé dans les falaises et plus bas, le fleuve Jialing grondait en se fracassant contre les rochers tourmentés. Des forts surgissaient des sommets. Des postes militaires nous ouvraient leurs barrières. Les soldats impériaux, hommes rustres, buvaient dans des bols ébréchés et mangeaient des cuisses de bœuf avec les mains. Le soir, autour des feux de camp, ils chantaient en battant les tambours. Torse nu, ils dansaient et luttaient avec des sabres de bois. La lune se levait, je m'endormais en écoutant le mugissement des tigres. L'aube pointait, les oiseaux s'élançaient à la recherche du soleil. Se balançant de liane en liane, les singes fuyaient la lumière en poussant des cris stridents. Pourquoi le ciel rougit-il? Pourquoi les arbres s'immobilisent-ils? Pourquoi les bateliers taillaient-ils leurs visages? Ensanglantés, ils levaient l'ancre et se jetaient dans les torrents. J'accrochais les cages d'oiseaux sous les auvents. Les rouges-gorges, les loriots, les canaris se mettaient à gazouiller. Je lâchais les canards sur l'étang, les grues cendrées dans les herbes, les paons dans les buissons des camélias. Dans notre nouvelle résidence, les meules prirent racine. Les rideaux poussèrent, les chats, les chiens se disputaient leur territoire.
Nourrice m'habillait en garçon tatar. Avec mon turban bleu, mes bottes de cuir, ma tunique émeraude aux manches serrées et aux poignets brodés de fil d'or, je titubais comme un homme ivre. Je hurlais des chansons militaires. 4 ans, l'âge de diamant, libre. Les bras en l'air, je volais. Le nouveau jardin était un vaste parc, un continent. L'été arrivait, les collines suintaient. Le ciel s'évaporait, la vie ralentissait. Accroupi, j'observais au pied des arbres les caravanes de fourmis. Je me débarrassais de mes suivantes en courant dans la forêt de bambous. Le soir, je refusais de dormir et posais des questions jusqu'au petit matin. Pourquoi la grenouille a-t-elle le ventre si gros? Pourquoi les moustiques fuient-ils l'herbe qu'on brûle dans les vasques? Avec qui les étoiles jouent-elles à cache-cache? Pourquoi la lune est-elle tantôt ronde et tantôt maigre? Pour qui les lucioles portent-elles des lanternes minuscules? Mère s'effraya de mes activités pensantes. Elle fit venir un moine errant, célèbre pour sa perception du monde. Le religieux lui certifia l'absence d'esprit malin dans mon corps, loua mon intelligence et décréta que j'avais une vocation spirituelle. L'année 4e de la pure contemplation, grand-mère maternelle quitta le monde. Mère me demanda si je voulais devenir déléguée de la famille pour observer le deuil dans un monastère et prier pour le salut de l'honorable défunte. J'avais 5 ans. J'acceptais la proposition avec joie. Père était mon idole. Le mot délégué remplissait mon cœur de fierté et j'aurais enfin la même importance que le gouverneur de 6 districts de 40 000 âmes. Le fleuve coulait au pied de la ville fortifiée. Les torrents propulsaient les voiliers vers le ciel. Depuis le port, on apercevait la montagne du Dragon Noir. Sur ces falaises abruptes, des centaines de pavillons abritaient l'entrée des grottes bouddhistes remplies de statues, décorées de fresques. Après la traversée en bateau, portée sur le dos d'une servante, je gravis les marches escarpées, franchis le pont en corde tressée qui se balançait au milieu d'une vallée et rejoignis le monastère de la Pure Compassion, suspendu entre ciel et terre. J'avais perdu mon nom de famille, mon prénom. Je m'appelais désormais Lumière de la Vacuité. Je ne savais pas comment dénouer ma ceinture. Je me réveillais la nuit en hurlant le nom de mes nourrices. Mère ne venait pas. Elle m'avait abandonnée à Bouddha. Chaque jour, je guettais l'apparition d'un visage familier à l'entrée du monastère. Sur le chemin qui montait lentement, les feuilles tombaient avec le crépuscule. Célèbre dans toute la Chine du Sud, le monastère regorgeait de plus de 1000 nonnes. Pure intelligence prit en charge mon éducation. À 20 ans, son corps musclé sentait le thé vert. Son crâne soigneusement rasé avait le velouté d'une fleur de lotus blanche. Elle me donnait le bain, frottait mon gros ventre et mes jambes maigres. Elle répondait à mes questions et m'initiait à la lecture. Elle m'apprit à me laver le visage, à m'habiller, à plier ma couverture, à chanter les mélodies de son pays. Je nettoyais la cour en agitant un balai de bambou plus haut que moi. Je grimpais sur les autels et dépoussiérais les visages des Bouddhas et des rois célestes. Au bord d'une cascade, je battais mes vêtements avec un galet. Je m'affairais auprès des vieilles. Aux unes, très fatiguées, j'arrangeais les coussins, portais les seaux. Aux autres, déjà gâteuses, je servais de souffle-mémoire. Le matin, une sébile à la main, je séduisais les riches visiteuses et leur faisais ouvrir leurs bourses. Le soir, après l'extinction des lumières, à la demande générale, je donnais un grand spectacle. Répétant les scènes observées dans la journée, je jouais les bourgeoises mondaines, nos supérieures obséquieuses et le Bouddha exaspéré. Sous les couvertures, les rires et le compliment fusaient. Je savourais ma gloire en feignant la modestie. Ma meilleure amie s'appelait Loi de la Vacuité. C'était une chèvre toute blanche qui me suivait dans mes activités fébriles. Quand j'errais dans les temples, je lui contais la vie de prince Siddhartha et les merveilles de la terre pure. Au fond de la forêt, avec une branche d'arbre, je lui donnais des leçons d'écriture. Quand j'avais soif, je me glissais entre ses pattes. Elle m'offrait son pis rempli de lait. Je la questionnais. « Es-tu envoyé par le Bouddha pour veiller sur moi ?» Il y avait dans les prunelles d'or de Loi de la Vacuité la bonté qui manquait aux humains. Sa laine frisée était un parchemin tissé de paroles ineffables. Ses sabots, rocs éclatés, piétinaient l'histoire du monde.
Un jour, je m'endormis au pied d'une statue de Bodhisattva. Elle me réveilla en léchant mon visage. La nuit allait envahir le ciel, j'étais en retard pour la prière du soir. En me levant, j'aperçus sur son museau l'éclat d'un sourire. La maison familiale, comme un songe, s'effaça. La montagne respirait, la montagne était triste, la montagne était contente. La montagne exhibait sa fourrure de neige, ses robes de brocart, son manteau de brume, somptueux, extravagant. Le ciel s'ouvrait à la verticale quand descendait le crépuscule ocre, jaune, noir. Quand le soir montait des vallées, les astres se dévoilaient. Je me couchais dans les herbes, rouges, bleues, vertes, scintillantes, évanescentes. Chaque étoile était une écriture mystérieuse et le ciel un livre sacré. Les saisons passaient, les nuages s'en allaient et ne revenaient jamais. De l'autre côté de la vallée, sur les parois d'une falaise, encordée dans le vide, des ouvriers sculptaient jour et nuit. On m'apprit qu'une donation impériale avait été versée pour ériger le plus grand Bouddha de la terre. La lune croissait et décroissait. Les jours, points, cercles se transformaient en caractères cursifs dont on ne distinguait plus le sens. J'appréhendais le temps en regardant le Bouddha qui, sous les pics de fer, se matérialisait. Regard tendre, sourire mystérieux, lobe des oreilles tombant, la montagne révélait son visage. Elle perdait sa raideur et son corps apparaissait. Sa robe endrapée se mit à onduler dans le vent. Les oiseaux tournaient autour de ses genoux en poussant des cris effrayés. Ses chevilles se détachèrent du roc. Ses ongles de pied s'arrondirent. J'étais muette de stupeur. La divinité a surgi du néant. Un matin, dans la salle de réception, je rencontrai Mère et ses suivantes. Elle avait grossi. Ses seins débordaient. Son fard soigné, sa coiffe haute, sa robe brodée m'éblouirent. Elle me dit que Père était nommé gouverneur délégué de la lointaine province de Jing et me demanda si je voulais le suivre ou rester au monastère. Ma joie se brisa. Elle me fit comprendre que si je partais, je ne reverrais plus la montagne, et si je restais, je perdais à jamais ma famille. Le soir même, une violente tempête secoua le monastère. Le tonnerre grondait et la terre tremblait. Un arbre foudroyé s'écrasa devant le dortoir. Les filles affolées se mirent à prier. Recroquevillée sous ma couche, les mains sur les oreilles, je basculais dans un autre monde. Les ténèbres m'aspiraient. Jamais je ne m'étais sentie aussi seule. L'idée de glisser à travers les années sans revoir Mère me fit peur. Je pleurais toute la nuit. Avant mon départ, Pure Intelligence me remit la boîte contenant les affaires que je lui avais confiées lors de mon arrivée. Je nouais autour de mon cou le collier de perles et de jade. J'accrochais aux oreilles des boucles et enfilais 3 bracelets en or. Je découvris avec désolation que la jupe lissée, la chemise de soie, le maillot pourpre imprimé d'oiseaux avaient rétréci. J'avais grandi. D'une main, je tenais l'oie de la vacuité par une corde attachée à son cou. De l'autre, je serrais la main de Pure Intelligence. Mes larmes tombaient sans discontinuer. Elle essuyait ses yeux avec la manche de sa tunique. À la porte du monastère, elle s'arrêta. Dans chaque instant de douleur, Bouddha parle. Écoute ces sermons, ton destin est ailleurs, oublie-moi. Elle se retourna et se mit à courir. Sa robe grise se fondit dans les arbres. Au revoir, monastère. Le temps te dévore et tu deviendras poussière. Au revoir, Pure Intelligence. Tu mourras bientôt et nous nous reverrons dans une vie prochaine. Au revoir, mes amis les singes, les tigres, les pandas. Vous deviendrez charognes et seule la montagne demeurera. Elle veille sur le sourire énigmatique de Bouddha. Hennissement des chevaux, roulis des carrosses, cris des cochers. Recroquevillé sur ma couche, je somnolais. La terre interminable se déroulait à mesure que j'avançais. En rêve, j'errais dans le ventre de la montagne, une torche à la main. Les fresques défilaient. Vert, mauve, jaune, ocre, indigo, des dieux, des rois célestes, des bodhisattvas apparaissaient et disparaissaient. Les oiseaux criaient, les fauves riaient, les danseuses piétinaient les nuages et répandaient une pluie de fleurs. Au fond de la grotte, j'apercevais la statue d'un Bouddha couché occupant toute la vallée. Une main sous la joue, il ne dormait pas.
Il était une respiration unique, son corps massif une plume légère prête à s'envoler. Pas un bruissement de vent, pas un chant d'insectes, pas une goutte d'eau qui tombe. Le monde se taisait devant son extase. Soudain, le Bouddha me sourit. Je me réveillai en sursaut. Je ne savais plus où j'étais, comment je m'appelais. Je perdis l'oie de la vacuité. La chèvre avait disparu sans laisser de traces. La montagne me l'avait reprise. J'étais entrée chez elle presque nue, j'en sortais sans avoir rien emporté. Pure intelligence m'avait dit « Tout est rêve et illusion ». Mrs. Dalloway dit qu'elle se chargerait d'acheter des fleurs, car Lucie avait bien assez de pain sur la planche. Il fallait sortir les portes de leur con, les serveurs de Rumpelmayer allaient arriver. Et quelle matinée, pensa Clarissa Dalloway. Toute fraîche, un cadeau pour des enfants sur la plage. La bouffée de plaisir, le plongeon, c'est l'impression que cela lui avait toujours fait lorsqu'avec un petit grincement des gonds qu'elle entendait encore, elle ouvrait d'un coup les portes-fenêtres à Bourton et plongeait dans l'air du dehors. Que l'air était frais, qu'il était calme, plus immobile qu'aujourd'hui bien sûr en début de matinée, comme une vague qui claque, comme le baiser d'une vague, vif, piquant, mais en même temps, pour la jeune fille de 18 ans qu'elle était alors, solennelle. Pour elle qui avait le sentiment, debout devant la porte-fenêtre grande ouverte, que quelque chose de terrible était sur le point de survenir, elle qui regardait les fleurs, les arbres avec la fumée qui s'en dégageait en spirale, et les cornets qui s'élevaient, qui retombaient, restant là à regarder jusqu'au moment où Peter Walsh avait dit « Songeuse au milieu des légumes ?» Était-ce bien cela? Ou n'était-ce pas plutôt « Je préfère les humains aux choux-fleurs » Il avait dû dire cela un matin au petit déjeuner alors qu'elle était sortie sur la terrasse. Peter Walsh. Il allait rentrer des Indes un jour ou l'autre, en juin ou en juillet, elle ne savait plus exactement, car ses lettres étaient d'un ennuyeux. C'est ce qu'il disait qu'on retenait, ses yeux, son couteau de poche, son sourire, son air bougon. Et puis alors que des milliers de choses avaient disparu à jamais, c'est tellement bizarre une phrase comme celle-ci à propos de choux. Elle se raidit un peu au bord du trottoir, laissant passer le camion de livraison de Dirtnall. Une femme charmante, se dit Scrop Purvis, qui la connaissait comme on connaît à Westminster les gens qui habitaient la maison d'à côté. Elle avait quelque chose d'un oiseau, un jet bleu-vert avec une légèreté, une vivacité, bien qu'elle ait plus de 50 ans et qu'elle ait beaucoup blanchi depuis sa maladie. Elle était là, perchée, sans le voir, très droite, attendant de traverser. Car lorsqu'on habite au Westminster, depuis combien de temps en somme? Plus de 20 ans? Même au milieu de la circulation, ou lorsqu'on se réveille la nuit, on ressent. Clarissa en avait l'intime conviction, une certaine qualité de silence, quelque chose de solennel, comme un indéfinissable suspens. Mais c'était peut-être son cœur, dont on disait qu'il avait souffert de la grippe espagnole, juste avant qu'on ne sonne Big Ben. Et voilà, cela retentit. D'abord un avertissement musical, puis l'heure irrévocable. Les cercles de plomb se dissolvaient dans l'air. Que nous sommes bêtes, se dit-elle en traversant Victoria Street. Dieu seul sait la raison pour laquelle nous l'aimons tant. Et cette manière que nous avons de la voir, de la construire autour de nous, de la bousculer, de la recréer à chaque instant, et les mégères informes, les rebuts de l'humanité assis sur le pas des portes, l'alcool ayant causé leur perte, en font montant. On ne peut pas régler leur sort par de simples décrets ou règlements. Précisément pour cette raison, ils aiment la vie. Dans les yeux des gens, dans leur démarche chaloupée, martelée ou traînante, dans le tumulte et le vacarme, les attelages, les automobiles, les omnibus, les camions, les hommes sandwich qui se frayent un chemin en tanguant, les fanfares, les orgues de barbarie, dont le triomphe et la petite musique et le drôle de bourdonnement là-haut d'un avion, dans tout cela se trouvait ce qu'elle aimait, la vie, Londres, ce moment de juin. Car c'était la mi-juin. La guerre était finie, sauf pour quelqu'un comme Mrs. Foxcroft, qui hier soir à l'ambassade se rongeait les sangs parce que ce gentil garçon s'était fait tuer. Et maintenant, le vieux Manor House allait revenir à un cousin. Ou encore pour Lady Bexborough,
qui paraît-il avait ouvert une vente de charité en tenant à la main les télégrammes. John, son préféré, tué. Mais c'était fini. Dieu soit loué, terminé. On était en juin. Le roi et la reine étaient à Buckingham. Et partout, bien qu'il fût encore si tôt, il y avait un martèlement feutré de poneys au galop. Le claquement des battes de cricket, Lords, Ascot, Ranelagh, tous ces endroits enveloppés dans les douces mailles de l'air gris bleuté du matin, qui la journée avançant allaient desserrer leur étreinte et poser sur leur pelouse et leur terrain les poneys bondissants, qui, frappant à peine le sol de leurs sabots, aussitôt s'élançaient. Les jeunes gens virevoltants et les jeunes filles rieuses dans leurs mousselines transparentes, qui de si bon matin, après avoir dansé toute la nuit, promenaient leurs ridicules chiens frisés. De si bon matin, des douairières furtives filaient dans leur automobile pour de mystérieux équipés. Les commerçants arrangeaient dans leurs vitrines strass et diamants, et de jolies broches anciennes vert d'eau, avec leurs montures 18e, faites pour tenter les clients américains, mais il faut se montrer économe, ne pas acheter à tort et à travers pour Élisabeth. Et elle également, elle qui aimait tout cela d'une passion absurde et fidèle, elle qui appartenait à ce monde, elle dont les ancêtres fréquentaient la cour, déjà sous la dynastie des Georges, elle aussi ce soir même allait briller de tous les feux, donner sa réception. Mais que c'était étrange, en entrant dans le parc, le silence, la brume, le bourdonnement, les canards bienheureux qui nageaient lentement, les oiseaux à jabots qui se dandinaient, et tiens, justement, qui s'approchait, tournant le dos au ministère, comme toujours là où il fallait, portant une serviette aux armes royales. Nul autre que Hugh Whitbread, son vieil ami Hugh, l'admirable Hugh. « J'ai l'honneur de vous saluer, Clarissa, dit-il, ce qui était assez pompeux de la part de quelqu'un qui la connaissait depuis qu'ils étaient enfants. Où allez-vous de ce pas ? J'adore marcher dans Londres, dit Mrs. Dalloway. C'est plus agréable en fait que de marcher à la campagne. Il venait d'arriver à Londres, malheureusement pour voir des médecins. D'habitude, on venait à Londres pour voir des tableaux, pour aller à l'opéra, pour sortir ses filles. Les Whitbread venaient voir des médecins. Que de fois Clarissa était allée voir Evelyn Whitbread à la clinique. Est-ce qu'Evelyn était à nouveau malade ? Evelyn était un peu souffrante, dit Hugh, indiquant par une sorte de moue, de mimique de son corps bien pris, bien mis, viril, tiré à 4 épingles. Il était en toute occasion presque trop bien habillé, mais c'était sans doute obligatoire, avec le petit poste qu'il occupait à la cour, que sa femme souffrait de quelques infections internes, rien de grave, que Clarissa Dalloway, en tant que vieille amie, saurait identifier sans qu'il ait à préciser les choses. Mais oui, bien sûr, comme c'était contrariant. Elle compatissait de tout cœur, et en même temps, elle éprouvait un vague malaise à cause du chapeau qu'elle portait. Pas le bon chapeau pour sortir le matin, c'est ça ? Car aux côtés de Hugh, qui continuait à s'empresser, soulevant son chapeau avec un rien de grandiloquence, l'assurant qu'elle n'avait pas changé depuis ses 18 ans, et que oui, bien sûr, il viendrait à sa soirée, Evelyn y tenait absolument. Seulement, il serait peut-être un peu en retard après la réception à Buckingham, où il devait emmener l'un des fils de Jim. Oui, aux côtés de Hugh, elle se sentait toujours un peu étriquée, un peu pensionnaire, mais elle l'aimait bien, en partie parce qu'elle le connaissait depuis toujours. De toute façon, elle le considérait comme un brave garçon, même si Richard ne le supportait pas. Quant à Peter, il n'avait jamais pardonné à Clarissa, jusqu'à aujourd'hui, d'avoir de l'amitié pour lui. Elle se rappelait les innombrables scènes à Bourton. Peter furieux, Hugh bien sûr ne lui arrivait pas à la cheville. Mais ce n'était tout de même pas l'imbécile pour lequel Peter voulait le faire passer, pas une simple tête à perruque. Quand sa vieille mère lui demandait de renoncer à la chasse ou bien de l'accompagner à Bath, il le faisait sans broncher. En vérité, il n'y avait pas une once d'égoïsme en lui. Et pour ce qui est d'affirmer, comme Peter, qu'il n'avait ni cœur ni cervelle, qu'il n'avait en tout et pour tout que les manières et l'éducation d'un gentleman anglais, ça, c'était son cher Peter sous son pire jour. Peter pouvait être insupportable, il pouvait être impossible, mais quel adorable compagnon de promenade c'eût été par un jour comme aujourd'hui. Juin avait fait sortir toutes les feuilles sur les branches. Les mères de Pimlico donnaient le sein à leur progéniture. Ils se transmettaient des messages entre la flotte et l'amirauté. Arlington Street et Piccadilly semblaient brasser l'air même du parc et soulever ses feuilles avec chaleur, avec éclat, sur les ondes de cette vitalité divine que Clarissa aimait tant. Car ils pouvaient bien se trouver séparés, Peter et elle, pendant des centaines d'années,
Elle n'écrivait jamais et ses lettres à lui étaient mortelles. Mais cela pouvait lui tomber dessus tout d'un coup. S'il était avec moi, là, en ce moment, qu'est-ce qu'il dirait ? Tel moment, tel spectacle le faisait surgir devant elle, sans trace de la vieille amertume. C'était peut-être cela la récompense d'avoir aimé les gens. Par une belle matinée, au beau milieu de St. James Park, il ressurgissait. Mais si belle que soit la journée, et les arbres, et l'herbe, et la petite fille en rose, Peter ne voyait jamais rien de tout cela. Si elle le lui signalait, alors il mettait ses lunettes. Il regardait. Ce qui l'intéressait, c'était la situation mondiale, Wagner, la poésie de Pope, et puis éternellement le caractère des gens et les défauts de son âme à elle. Comme il lui faisait des reproches, comme il se disputait. Elle épouserait un premier ministre et se tiendrait debout en haut de l'escalier. La parfaite hôtesse, avait-il dit elle. Elle en avait pleuré dans sa chambre. Oui, disait-il, elle avait tout ce qu'il fallait pour être l'hôtesse parfaite. Et voilà qu'elle se retrouvait à St. James Park à poursuivre la dispute, à se redire qu'elle avait eu raison, 1000 fois raison de ne pas l'épouser. Car dans le mariage, il faut qu'il y ait un peu de liberté, un peu d'indépendance entre des gens qui vivent sous le même toit jour après jour. Cela, Richard le lui donnait, et réciproquement. Là, par exemple, ce matin, où était-il ? À une commission quelconque. Elle n'avait pas eu l'idée de lui demander. Mais avec Peter, il fallait tout partager. Il fallait discuter de tout. C'était insupportable, et comme c'en était venu à la fameuse scène dans le petit jardin près de la fontaine, elle avait dû rompre. Sinon, elle en était certaine, ils auraient été détruits tous les deux. Brisés. Malgré tout, pendant des années, elle avait gardé comme une flèche rivée dans le cœur ce chagrin, cette douleur. Puis il y avait eu le jour où, à un concert, quelqu'un lui avait dit qu'il avait épousé une femme qu'il avait rencontrée sur le bateau qui l'emmenait en Inde. Jamais elle n'oublierait tout cela. Il la traitait de femme froide, sans cœur, de prude, incapable de comprendre à quel point il était attaché à elle. En Inde, les femmes comprenaient mieux, sans doute, ces jolies idiotes, des écervelées. Elle avait bien tort de le plaindre, car il était très heureux, affirmait-il, parfaitement heureux. Même s'il n'avait jamais fait la moindre chose dont il y ait quoi que ce soit à dire, sa vie était un ratage total. Il lui en montait encore des bouffées de colère. Elle avait atteint les grilles du parc. Elle resta un moment à regarder les omnibus de Piccadilly. Elle ne dirait plus jamais de personne « il est ceci, il est cela ». Elle se sentait très jeune et en même temps incroyablement âgée. Elle tranchait dans le vif, avec une lame acérée. En même temps, elle restait à l'extérieur, en observatrice. Elle avait, en regardant passer les taxis, le sentiment d'être loin, quelque part en mer, toute seule. Elle avait perpétuellement le sentiment qu'il était très, très dangereux de vivre, ne fût-ce qu'un seul jour. Elle n'avait pas pour autant le sentiment d'être particulièrement intelligente, ni d'avoir fait quoi que ce soit de spécial. Comment avait-elle pu faire son chemin dans la vie armée des seuls rudiments que lui avait inculqués Fraulein de Daniels ? Elle se le demandait. Elle ne savait rien. Pas de langue étrangère, pas d'histoire. Il lui arrivait rarement de lire un livre, si ce n'est des mémoires, avant de s'endormir. Et pourtant, elle trouvait tout cela absolument fascinant. Les taxis qui passaient, et elle refusait de dire de Peter ou d'elle-même « je suis ceci, je suis cela ». Son seul don, se disait-elle en poursuivant son chemin, c'était de connaître les gens par une sorte d'instinct, pour ainsi dire. Vous la mettiez dans une pièce avec quelqu'un, et elle faisait le gros dos, comme un chat, ou alors elle ronronnait. Devonshire House, Bath House, la maison aux cacaotesses de porcelaine, elle les avait connus du temps de leur splendeur, et elle se rappelait Sylvia, Fred, Sally Seton, tous ces gens qui se trouvaient là. Le bal qui durait toute la nuit, et puis les lourds camions qui se rendaient au marché, et le retour en voiture à travers le parc. Elle se rappelait avoir un jour jeté un shilling dans la Serpentine. Mais des souvenirs, tout le monde en a. Ce qu'elle aimait, c'était ce qu'elle avait sous les yeux, ici, maintenant. La grosse dame dans le taxi. Cela avait-il la moindre importance, se demandait-elle en se dirigeant vers Bond Street. Cela avait-il la moindre importance qu'elle dût un jour, inévitablement, cesser d'exister pour de bon ? Le fait que tout ceci continuerait sans elle, en souffrait-elle ? Ou n'était-ce pas plutôt une pensée consolante de se dire que la mort était la fin des fins, mais que pourtant, en un sens, dans les rues de Londres, dans le flux et le reflux, ici et là, elle survivrait. Peter survivrait, ils vivraient l'un dans l'autre, elle survivrait, elle en était convaincue, dans les arbres de chez elle,
dans la maison si laide, si délabrée qu'elle fût, dans des gens qu'elle n'avait jamais connus. Elle s'étendrait comme une brume entre les gens qu'elle connaissait le mieux, qui la soulèveraient sur leurs branches comme elle avait vu les arbres soulever la brume. Mais cela s'étendait loin, si loin, sa vie elle-même. À quoi rêvait-elle tout en regardant la vitrine de Hatchard's? Que s'efforçait-elle de retrouver?